Bernard, bonjour à tous. Je remercie l'organisation du MAPAR pour cette invitation et puis nos présidents de cette section là, pour le dynamisme qu'on a vu depuis le début de la séance. Alors, le rétrécissement aortique serré en périopératoire, c'est une pathologie qui fait très peur aux anesthésistes. On a tous été confrontés à ces patients, en tout cas on les craint beaucoup, et probablement à juste titre. C'est d'abord une valvulopathie qui est extrêmement fréquente et qui augmente avec l'âge. Notre population de patients qu'on est amené à prendre en charge en périopératoire étant de plus en plus âgée, eh bien on est confronté à cette valvulopathie qui représente quand même 3 à 7% des patients âgés, vous voyez 2,8% après 75 ans par exemple. En deux mots, la principale étiologie de cette sténose aortique, c'est un mécanisme dégénératif. Et puis, il y a aussi des patients qui sont porteurs d'une bicuspidie sans le savoir. Et enfin, il y a, mais beaucoup plus à la marge chez nos patients, le rhumatisme articulaire aigu. Les facteurs de risque, ça c'est important. Les facteurs de risque de la sténose aortique et notamment dégénérative avec les facteurs de risque de l'athérome. Donc c'est l'âge, bien sûr, l'hypertension artérielle, le tabac, la dyslipidémie. On va en reparler, mais la répétition a toujours du bon. La principale conséquence de cette sténose aortique, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et on va voir que beaucoup des conséquences de cette hypertrophie vont nous impacter pour la prise en charge périopératoire. Et enfin, il y a un risque accru d'événements cardiovasculaires périopératoires, en anglais Major Adverse Cardiovascular Event. Pourquoi est-ce qu'on a peur de cette sténose aortique ? Eh bien, parce qu'on a vu pendant plusieurs années, pendant des travaux anciens maintenant, qu'il y avait un surrisque de mortalité. C'est des travaux des années 70, des années 80. Par exemple, celui-ci qui avait été publié par M. Goldman aux États-Unis sur à peu près 1 millier de patients. La présence d'une sténose aortique serrée était un facteur de risque indépendant de mortalité périopératoire. Comme vous le voyez, alors le pointeur, il est... Ouais. Comme l'âge, les chirurgies majeures et un état général altéré. Donc pendant longtemps, on reste avec ce dogme que la présence d'une sténose aortique serrée est un surrisque de mortalité. Ce dogme est quand même probablement remis en cause dans les années 2010-2020 avec des travaux comme celui-ci publié dans le European Heart Journal où les auteurs comparent des patients qui sont porteurs d'une sténose aortique serrée avec des patients contrôle, vous le voyez en haut à gauche, sans influence sur la survie à 30 jours, mais en revanche, significativement plus d'événements cardiovasculaires et notamment d'événements de Major Adverse Cardiovascular Events et notamment d'insuffisance cardiaque. C'est d'autant plus marqué que la chirurgie a lieu en urgence. Donc, en termes d'épidémiologie, dans les années 2010-2020, on peut retenir que la sténose aortique peut-être n'offre pas de surrisque de mortalité, un surrisque d'événements cardiovasculaires, et ce d'autant que la chirurgie est en urgence. On a quelques autres données épidémiologiques récentes. Celle-ci publiée en 2020, là c'est une cohorte japonaise. Ils ont pris 3815 patients avec une sténose aortique et ils les suivent sur le long terme et ils regardent un petit peu tout ce qui arrive chez ces patients. Dans cet article qui nous intéresse, ils ont regardé les patients qui avaient été opérés. Il y en avait 348. 187 avaient encore leur sténose aortique et 161 avaient pu bénéficier dans l'année précédente d'un remplacement valvulaire aortique. Ce que les auteurs mettaient en évidence, c'est qu'il y avait tout de même, plus la chirurgie, on a beaucoup parlé des stades de chirurgie intermédiaire, élevés, du risque chirurgical, plus le risque chirurgical augmentait chez les patients porteurs d'une sténose aortique sévère, bien plus la mortalité augmentait. Ce qu'on pouvait voir aussi, c'est qu'il y avait une différence importante selon le caractère symptomatique ou pas de la sténose aortique. On va revenir là-dessus, c'est probablement un élément fondamental. Avoir une sténose aortique, mais finalement avec un patient qui ne présente aucun symptôme, pas de dyspnée d'effort, pas d'angor d'effort, et bien probablement que ce n'est pas très grave. À l'inverse, une chirurgie à haut risque avec un patient qui est symptomatique, probablement il faut mettre en œuvre des mesures. Et ce qu'on peut voir, on en reparlera aussi, c'est que lorsque les patients avaient pu avoir une correction de cette sténose valvulaire avant la chirurgie, il n'y avait aucune mortalité. Pour finir, les données épidémiologiques, une grosse cohorte publiée en 2021, 9747 patients avec ou sans sténose aortique. Là, c'est une cohorte taïwanaise. Alors, il faut se méfier des études épidémiologiques de pays qui sont quand même lointains de nous. On ne retrouve pas toujours, et notamment en Asie, sur les événements cardiovasculaires, exactement les mêmes résultats que dans nos pays. Mais avec ce modulo, dans cette grosse cohorte, vous voyez qu'il y avait, pour le coup, un surrisque de mortalité, un surrisque de certain nombre de complications, notamment l'insuffisance rénale, la pneumonie.
ce qui était intéressant, et on pourra probablement en rediscuter dans la discussion, c'est que les auteurs comparaient l'anesthésie neuraxiale avec l'anesthésie générale pour ces patients porteurs d'une sténose aortique. Et vous voyez qu'il y avait significativement moins de complications avec l'anesthésie neuraxiale, et notamment moins d'infarctus du myocarde, moins d'insuffisance rénale et moins de pneumonie. Alors, quelle est la physiopathologie de cette sténose aortique? On a tous appris ça sur les bancs de la faculté, mais c'est vraiment important pour repenser notre prise en charge. Donc, on a une sténose aortique qui va entraîner une surcharge chronique en pression. Le ventricule gauche a du mal à éjecter, la post-charge est augmentée. Cette surcharge chronique en pression, elle a pour conséquence une hypertrophie ventriculaire gauche pour compenser cette surcharge chronique en pression. Et c'est cette hypertrophie ventriculaire gauche qui finalement va être à l'origine de deux mécanismes physiopathologiques cruciaux pour la prise en charge périopératoire de nos patients. D'une part, donc, une augmentation de la masse myocardique, c'est l'hypertrophie, ce qui va nécessairement augmenter la consommation en oxygène du myocarde, une diminution de la pression de perfusion coronaire, notamment sous-endocardique. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de pression intra-VG, donc il y a moins de gradient de pression dans la pression de perfusion coronaire. Donc il y a moins de perfusion coronaire chez ces patients, plus de myocarde à perfuser, moins de pression pour le perfuser, et accessoirement, je vous ai dit que les facteurs de risque de sténose aortique se confondaient avec les facteurs de risque d'athérome, notamment l'âge. Donc chez les patients porteurs d'une sténose aortique, on va retrouver chez 30, 40, 50% de ces patients d'authentiques sténoses coronaires. La conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une diminution de la réserve coronaire chez ces patients porteurs d'une sténose aortique. Le deuxième mécanisme physiopathologique, c'est une très grande sensibilité aux variations de la précharge. Le cœur, ce cœur hypertrophique, il n'est pas compliant. C'est comme un cœur de tout petit, il n'est plus compliant. Et donc, dès qu'il va y avoir une diminution de la précharge, on va observer une diminution du débit cardiaque. Accessoirement, ce cœur n'est pas non plus capable d'augmenter son volume d'éjection systolique, puisqu'il y a une sténose aortique. De toute façon, il ne peut pas éjecter plus. Et donc, le cœur, ce cœur hypertrophique, travaille dans une toute petite fenêtre de volume d'éjection systolique. Il y a une diminution de ce volume diastolique. Il y a bien sûr un risque d'OAP, puisque les pressions de remplissage du ventricule gauche sont augmentées, la pression dans l'oreillette gauche est augmentée, donc il y a un risque évident d'OAP. Il y a une contribution très importante de la systole auriculaire au remplissage du VG. Bernard nous a brillamment montré l'importance de cette contraction auriculaire en cas de dysfonction diastolique. Donc ces patients, bien sûr qu'ils ont une dysfonction diastolique. Ce n'est même pas qu'ils ont un trouble de relaxation, c'est qu'ils ont une compliance altérée de leur ventricule gauche. La contraction auriculaire est cruciale pour maintenir un débit cardiaque chez ces patients. Et bien sûr, une augmentation des pressions pulmonaires. Tout ceci, donc, c'est une altération de la fonction diastolique. Donc hypertrophie ventriculaire gauche, baisse de la réserve coronaire, altération de la fonction diastolique. Et donc on va chercher à éviter à tout prix l'hypovolémie. Je vous ai dit que le cœur est très dépendant des conditions de précharge. Si vous réduisez la précharge, le débit cardiaque s'effondre. On va chercher à réduire l'hypotension artérielle. On a déjà une pression de perfusion coronaire qui est altérée, notamment en sous-endocardique. Si je réduis encore la pression artérielle, je réduis la perfusion coronaire, je crée de l'ischémie myocardique, je réduis la contractilité, je réduis le débit cardiaque, et donc ma pression artérielle baisse. Ne rentrons pas dans ce cercle délétère. La tachycardie, on l'a vu aussi dans le topo précédent, on augmente la consommation d'oxygène du myocarde, on diminue le temps de diastole, on diminue le remplissage du ventricule gauche, donc on baisse notre débit cardiaque. Et enfin, la perte du rythme sinusal est un événement vraiment sur lequel il faudra être extrêmement attentif chez ces patients. Leur débit cardiaque est extrêmement dépendant de la contraction auriculaire. Ces patients ne vont pas tolérer un passage en FA, ce d'autant si c'est un passage en fibrillation atriale rapide. Donc au bloc opératoire, on va chercher à jouer sur ces différentes contraintes. Sur l'hypertrophie ventriculaire gauche et en particulier la dysfonction diastolique, on va optimiser la précharge. C'est des mots, mais quand même on va être attentif à ces conditions de charge. On va chercher à tout prix à les maintenir en rythme sinusal et peut-être que plus précocement que chez d'autres patients, on va faire une cardioversion pharmacologique ou électrique en cas de passage en FA. On va utiliser de manière très précoce des vasoconstricteurs, et peut-être plutôt la phényléphrine qui n'aura pas d'effet bêta plutôt que l'éphédrine. On va éviter la tachycardie, éviter l'hypotension. Voilà pour les grands principes de notre prise en charge au bloc opératoire. Alors maintenant, avant de les prendre en charge, une fois qu'on a acquis cette physiopathologie, on va chercher à évaluer nos patients. Et donc cette évaluation préopératoire, c'est une évaluation de la sévérité de la sténose aortique, des comorbidités, de la fragilité de ces patients âgés,
et quelques éléments plus spécifiques sur lesquels on passera relativement rapidement, la cardiopathie ischémique et l'insuffisance rénale qui est très fréquente dans cette population. Alors comment est-ce qu'on évalue la sévérité de ce rétrécissement aortique? C'est d'abord l'examen clinique. Il faut revenir aux choses simples. Est-ce que ce patient est porteur d'un souffle systolique maximum au foyer aortique? Éventuellement, dans le cadre d'une pathologie avancée, est-ce qu'il a une abolition du B2? C'est vraiment l'examen clinique, votre interrogatoire, votre stéthoscope qui vont déjà répondre à la question: est-ce que ce patient a une sténose aortique serrée? Et donc votre interrogatoire, pourquoi? Parce qu'on recherche cet élément fondamental dans cette évaluation. Est-ce que cette sténose aortique est symptomatique? Est-ce que le patient présente un engorge d'effort, une dyspnée d'effort, voire des syncopes? Et dans ce cas-là, on tombe immédiatement dans une catégorie de gravité de cette pathologie aortique. Le stéthoscope, l'interrogatoire. Et bien sûr, l'échographie. Là, on n'est pas dans l'évaluation d'un patient standard. On parle d'un patient chez qui vous suspectez une sténose aortique ou qui est porteur d'une sténose aortique. Ce patient-là, s'il n'a pas eu une échocardiographie récente, vous devez lui refaire une échographie. Pourquoi? Parce que ces sténoses aortiques, elles évoluent rapidement. Une fois que le processus de calcification, de dégénérescence est enclenché, il y a une évolution rapide et donc votre échographie d'il y a 18 mois, elle n'est probablement plus tout à fait valable aujourd'hui. À quoi sert cette échographie? Caractériser, réduire le risque périopératoire. Donc là, malheureusement, les animations ne marchent pas, mais donc on peut voir de la bicuspidie, une valve aortique très calcifiée, bicuspide. Donc ça, évidemment, que c'est un travail de cardiologue. Et le cardiologue, il va rechercher ces 4 éléments. Le pic de vitesse transvalvulaire, le gradient de pression moyen dans le ventricule gauche, la surface valvulaire aortique, bien sûr, et la surface valvulaire aortique indexée. Et ce qu'on peut retenir, c'est que lorsque le pic de vitesse est supérieur à 4 mètres secondes, lorsque le gradient de pression moyen est supérieur à 40, c'est facile à retenir, 4 et 40, et bien là, on est en présence d'une sténose aortique serrée qui a probablement une indication chirurgicale. La surface, vous retenez ce seuil de 1 cm². L'échographie, donc, elle caractérise la gravité de cette sténose aortique, mais aussi ses conséquences. On a beaucoup déjà parlé d'hypertrophie ventriculaire gauche. Est-ce que notre patient est porteur d'une hypertrophie ventriculaire gauche? Est-ce qu'il est porteur d'une dysfonction diastolique et d'une dysfonction systolique? Et le paramètre le plus sensible pour dépister cette dysfonction systolique, ce sera d'abord ce qu'on appelle le strain, et puis seulement dans un second temps, on pourra observer une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. On pourra aussi rechercher une dilatation de l'aorte ascendante, puisqu'il y a des lésions de G qui petit à petit vont entraîner une dilatation de l'aorte. Et puis enfin, une dilatation de l'oreillette gauche secondaire à cette augmentation chronique des pressions de remplissage. Et vous savez que si on a une dilatation de l'oreillette gauche, on a beaucoup plus de risques de développer des troubles du rythme supraventriculaire. Élément fondamental dans la prise en charge de ces patients âgés, porteurs d'une sténose aortique, la fragilité. On a parlé de la capacité fonctionnelle. Est-ce que c'est des mètres ou le nombre d'étages? Je n'ai pas vraiment d'opinion, mais en tout cas, là, chez ces patients, il est indispensable de caractériser leur score de fragilité. Et puisqu'on sait que chez ces patients âgés, lorsqu'il y a un score de fragilité supérieur ou égal à 5, par exemple ici en chirurgie vasculaire, il y a significativement plus de mortalité, de morbidité périopératoire. Donc ça sera un événement très important à prendre en compte dans l'évaluation de ces patients. On recherchera une cardiopathie ischémique. 30 à 40% des patients porteurs d'une sténose aortique ont une cardiopathie ischémique qui va être fréquemment asymptomatique. Les patients ne font pas beaucoup d'efforts, ils ont leur sténose aortique serrée de toute façon. Donc ils ne peuvent pas faire d'efforts et puis ils sont âgés. Donc on peut passer à côté de cette cardiopathie ischémique. Donc il y a des recommandations pour recommander de l'échographie de stress. Donc là, on n'est pas en train de parler du patient tout venant. C'est des chirurgies à haut risque chez des patients avec une capacité fonctionnelle réduite ou un risque élevé ou des antécédents de revascularisation coronaire. Là, on parle de patients qui sont porteurs d'une sténose aortique. Alors, est-ce qu'on peut proposer un remplacement valvulaire prophylactique chez ces patients? Alors, il y a quelques données quand même dans la littérature sur ce sujet. Là, c'est une étude rétrospective de la Mayo Clinic aux États-Unis. 491 patients avec une sténose aortique sévère, une sténose sévère, c'est-à-dire plus de 40 cm par seconde, une surface aortique à 1. Donc, ce n'est pas le patient tout venant, c'est des patients qui arrivent en consultation avec leur RAC et qui étaient opérés d'une chirurgie programmée ou en urgence, mais en tout cas une chirurgie à risque élevé. Ici, vous voyez la survie sans complications cardiovasculaires majeures. En jaune, ce sont les patients qui n'ont pas eu de remplacement valvulaire aortique avant la chirurgie et qui étaient symptomatiques. Vous voyez, c'est là où il y a le plus d'événements cardiovasculaires. En bleu, ce sont les patients
qui n'ont pas eu de prise en charge de cette valvulopathie, mais qui n'étaient pas symptomatiques, et puis ensuite les autres patients. En analyse multivariée, comme facteur protecteur de ces événements cardiovasculaires AG30, on observait le remplacement valvulaire aortique préopératoire, et puis l'hémoglobine et la fraction d'éjection du ventricule gauche. Ça, c'était du remplacement valvulaire aortique chirurgical. Et vous savez que depuis les années 2000 se développe énormément le remplacement valvulaire aortique par une bioprothèse percutanée, le TAVI, initialement chez des patients à très haut risque chirurgical, avec, pour ceux qui ne sont pas familiers de la chirurgie cardiaque, un Euroscore ou un score de la société de la STS élevé, un score de mortalité périopératoire élevé. Et puis, dans les années 2010-2015, on observe finalement une supériorité ou en tout cas une non-infériorité du TAVI chez les patients à risque chirurgical intermédiaire. Et puis en 2019, 2 études publiées dans le même numéro du New England. Pourquoi 2 études? Parce qu'en fait, c'est 2 types de valves, les deux, c'est la concurrence, qui démontrent pour l'une que le TAVI est supérieur à la chirurgie pour un critère composite à 1 an et que pour l'autre, le TAVI est non inférieur à la chirurgie. Donc chez des patients à risque faible, les recommandations ne disent pas forcément qu'il faut faire ça, mais en tout cas, la non-infériorité du TAVI a été bien démontrée. Alors, est-ce qu'on peut faire un TAVI prophylactique à nos patients? Parce qu'effectivement, ça pose potentiellement des problèmes de prise en charge des anticoagulants, des antiagrégants. Donc, cette étude suisse, publiée récemment là, dans le JAMA Network Open, avec plus de 2000 patients qui ont eu un TAVI, et une chirurgie avait été réalisée chez 300 de ces patients dans les suites d'un TAVI. Ils ont comparé la réalisation de la chirurgie dans les 30 jours qui suivaient le TAVI au reste de l'année. Vous voyez, pas de différence dans cette étude, pas d'influence du délai du TAVI sur le pronostic lié à la chirurgie. Donc, dit autrement, on peut faire une chirurgie très précocement après un TAVI sans que ça entraîne manifestement un surrisque de complications du TAVI. Quel monitorage pour nos patients? Donc, bien sûr, on va chercher à privilégier l'anesthésie loco-régionale. On va éviter l'hypotension artérielle. Si vous choisissez une anesthésie générale, on monitorera la profondeur de l'anesthésie. Mais en fait, j'enfonce des portes ouvertes. C'est du patient à haut risque qui est opéré d'une chirurgie à risque intermédiaire ou à risque élevé. Évidemment que ce patient, vous allez le monitorer. Vous allez monitorer son volume d'éjection systolique, sa pression artérielle en continu de manière invasive ou non invasive. Vous allez monitorer la profondeur de l'anesthésie. C'est bien chez ces patients-là qu'on va être extrêmement attentif à faire tout bien dans les clous, éviter l'hypotension, éviter les troubles du rythme, la bradycardie et la tachycardie. Et donc finalement, on peut arriver à cet algorithme. Un patient arrive porteur d'un rétrécissement aortique serré. La première évaluation, c'est donc une évaluation clinique, un électrocardiogramme, une échocardiographie. Chez ces patients, là, pour le coup, c'est indiqué. On cherche à optimiser le traitement médical. Et là, probablement, là aussi, c'est des mots un petit peu bateaux, mais ça vaut probablement le coup de discuter quand même avec le chirurgien qui vous adresse le patient, avec les cardiologues. Si le patient n'est pas symptomatique, s'il a une fraction d'éjection du ventricule gauche de plus de 50%, mais c'est que quand même, a priori, le retentissement de cette sténose aortique n'est pas si important. Et donc, on est donc dans cette catégorie-là, vous allez faire une prise en charge habituelle. Alors, on va tout faire bien, hein. On revient sur les diapos précédentes, on va monitorer ces patients, on va être très attentif à tout, mais en tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'envisager de corriger cette sténose aortique avant de faire la chirurgie pour laquelle le patient vous a été adressé. Si le patient est symptomatique ou a une dysfonction ventriculaire gauche, on arrive sur ces cas-là. Pourquoi une FEVG basse? Parce que c'est très difficile d'évaluer la sévérité d'une sténose aortique chez un patient qui a une dysfonction ventriculaire gauche, puisqu'il va créer moins de pression, le gradient de pression va être moins interprétable, le pic de vitesse transvalvulaire est moins interprétable, et le patient de toute façon fait moins d'efforts. Donc c'est difficile d'évaluer la sévérité de cette sténose aortique. Là, on va stratifier selon la gravité, selon le risque de la chirurgie. On a déjà vu ce tableau juste avant, en distinguant les chirurgies à risque faible et les chirurgies à risque intermédiaire ou à risque élevé. Pour une chirurgie non cardiaque à risque faible, avec un patient asymptomatique, eh bien, on peut procéder à la chirurgie. Un patient qui est symptomatique de sa sténose aortique, eh bien, on peut discuter un remplacement valvulaire aortique, notamment si le risque de ce remplacement valvulaire aortique est estimé à faible, avec par exemple l'Euroscore. Excuse-moi, est-ce qu'il n'y a pas une inversion dans l'arbre décisionnel là sur le remplacement valvulaire aortique risque faible et RVA?
Ben non, ouais, non, non. Si le RVA est un risque faible, on peut discuter de réaliser ce geste de remplacement. D'accord. Inversement, si on arrive à un euroscore extrêmement élevé, une chirurgie cardiaque qui s'annonce extrêmement compliquée, pour une chirurgie non cardiaque à risque faible, eh ben, on va plutôt procéder à la chirurgie sans changer la valve avant. Excuse-moi. En cas de chirurgie non cardiaque à risque intermédiaire ou élevé, là, probablement qu'il faut discuter le remplacement, enfin, de manière beaucoup plus importante. Il va falloir discuter ce remplacement valvulaire aortique. Et là encore, si c'est un risque faible, ça sera RVA ou TAVI, on peut en discuter. Et si c'est un risque très élevé, j'ai des patients pour lesquels les choses s'annoncent quand même difficiles, et on peut proposer une valvuloplastie, c'est-à-dire juste un ballon, un coup de ballon sur la valve pour réduire ce gradient de pression et donc permettre la chirurgie. Donc en conclusion, la sténose aortique serrée, c'est un surrisque d'événements cardiovasculaires. On va être extrêmement attentif à éviter hypovolémie, hypotension, tachycardie. Un patient symptomatique sur cette sténose aortique qui est adressé pour une chirurgie à risque intermédiaire ou élevé, vous devez discuter en préopératoire la réalisation d'un TAVI ou d'une chirurgie de remplacement valvulaire aortique, peut-être en fonction du délai d'urgence de la chirurgie non cardiaque. Un patient asymptomatique avec une fraction d'éjection du ventricule gauche normale, et donc chez qui l'échographie comme l'examen clinique sont interprétables, vous pourrez procéder à la chirurgie non cardiaque. Je vous remercie.